Shalom Obracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier quelques psukim dans la paracha de Toldot. Mais aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a l'habitude, c'est vous qui allez travailler, c'est pas moi. On va simplement travailler ensemble, essayer ensemble de comprendre quelques midrashim, on va dire, assez bizarres. Alors, le pasuk nous dit la chose suivante. Au début de la paracha de Toldot, vous savez que Yaakov Avinu a préparé, regardez ce que le pasuk nous dit comme ça. Perek Kafé pasuk Kaftet. Vayazed Yaakov Nazid. Alors Yaakov Avinu a préparé un plat. Vayavo Esav minasade voyef. Esav revient de la chasse et il est fatigué. Alors, depuis quand Yaakov il est à la cuisine? Il cuistonne. Alors, c'est pas ça. Le mot nazid en hébreu, c'est quoi? Nazid, c'est pas tafshil. Tafshil, c'est un plat. Nazid, c'est un petit plat. Ça veut dire un mets, c'est-à-dire qu'il a travaillé dessus. Donc Yaakov, il est à la cuisine avec toutes les épices et tout. Attends, on vient de dire que Yaakov, c'était qui? Ishtam, Yoshev Ohalim. Lui, il est au bête un midrash. C'est pas le bonhomme que tu viens à la maison, tu vois avec le, comme ça s'appelle, la toque du, comme ça s'appelle, et le chapeau du cuistot, du chef, et il entre faire les petits mets. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yaakov? Alors, c'est pas pour rien que nos sages nous disent qu'en effet, c'était une mitzvah. Il n'était pas en train de se faire un petit plat pour ce qui fait une entrecôte. Il était en train de préparer un petit plat, pourquoi? En l'honneur de son père qui revient de l'enterrement de Avra. C'est rien que je vous ai expliqué pourquoi nos sages nous disent ça, vous comprenez? Parce que nos sages nous disent, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov il nous fait il fait des petits plats. Top. Alors Esav revient, Vayomer Esav el Yaakov, Esav dit à Yaakov, Al-Itenina mina adom adom azeh, Kayef anochi, donne-moi à manger de ce plat rouge là, ça a l'air d'être délicieux. Hein? Est-ce que je peux avoir de ce que tu as mijoté là? Alken karash moedom. Bon, le fait qu'il n'a même pas regardé de quoi il s'agissait, il a rien vu, c'est du rouge. Depuis là, tout le monde l'a appelé le rouge. Vayom Yaakov. Alors Yaakov répond à Esav, Michra kayom et bechora techali. Il n'y a pas de problème. Vends-moi ton droit d'aînesse. Vayomer Esav, répond Esav, Ina nochi olech lamout, lama zeli bechora. Je vais mourir. J'ai rien à faire avec le droit d'aînesse. Vayomer Yaakov ishav ali kayom. Alors, jure-moi. Vaishav alo, il a juré. Vaimkor el bechorato le Yaakov, et le droit d'aînesse a été vendu. Yaakov natan le Esav lechem munzil adashim. Alors Yaakov, il a donné à Esav, en fonction du contrat, du pain et le plat de lentilles. Vayochal vayesht vayakom vayelach. Il a mangé, il a bu, il est parti. Vayvez Esav et Bechora. Esav a perdu la Bechora, le droit d'aînesse. C'est clair? Des psukim tout à fait clairs. Alors, on va commencer par le pasuk, a priori le plus simple, qui nous dit, Yaakov dit à Esav, vends-moi ton droit d'aînesse. Maintenant, si vous regardez, je vais vous traduire mot à mot le pasuk. Vayomer Yaakov, Yaakov a dit, Michra kayom, vends-moi aujourd'hui, et bechora techali, ton droit d'aînesse. Maintenant, il n'y a pas marqué hayom, aujourd'hui, il y a marqué kayom, comme aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Nous disent nos sages. Regardez maintenant un midrash, vous allez l'expliquer. Vayomer Yaakov, Michra kayom, vous regardez dans le midrash Ot Yud Gimel. À la fin de la page, Ot Yud Gimel. Amarlo, alors Yaakov dit à Esav, Zebin lichad yom min didach. Vends-moi un jour des jours qui t'appartiennent. Amar Rabbi Acha, Kol mi shiodea lechashev yemei galut. Tout celui qui connaît l'histoire de la galoute, imtsa, il va trouver chez Yom Echad Yashav Yaakov Beshalva Betzilo chez Esav. Il y a en effet une journée
dans laquelle Yaakov était en sérénité, malgré qu'il habitait dans l'ombre d'Esav. Voilà, c'est ça le Midrash. Sympa. D'abord, on a compris on va dire le sens littéral. Le sens littéral, je vais rien que l'expliquer. D'accord? A priori, le Midrash nous dit la chose suivante. Michra kayom, vends-moi comme le jour. Ah, c'est quoi vends-moi comme le jour? Vends-moi l'aînesse comme tu m'as vendu le jour. Il y a donc une transaction sur un jour. Yaakov a dit à Esav, vends-moi un jour. Et Esav, il a dit, bon, ok. Et en effet, on a eu un jour. Pourquoi vous me regardez avec ces yeux de merlan frit? On m'a pas trop compris. À la fin, c'est quoi, il lui a vendu un jour. Il a vendu un jour. C'est très simple. Il a vendu un jour. Le jour et le droit d'aînesse. C'est quoi le lien entre les deux? Quel lien entre le jour et le droit d'aînesse? Très bonne question. Je t'écoute. C'est quoi le droit d'aînesse? C'est quoi le droit d'aînesse? C'est une bonne question. A priori, le droit d'aînesse comprend plusieurs choses. Le premier point, qui est le point important vraiment, l'aîné avait le droit d'amener les corbanotes. C'était le délégué familial pour amener les sacrifices. C'est le premier point. Il y a aussi un avantage fiscal à être pas fiscal, même pécunier, à être aîné, puisque l'aîné hérite une double part dans l'héritage de son père. Bon. Alors, avant d'essayer de comprendre la profondeur de nos sages, j'aimerais vous poser la chose. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a eu un jour de silence sous l'ombre de Esav? De quoi s'agit-il? Comment vous comprenez ça? C'est-à-dire que pendant un jour, Esav ne nous a pas attaqué alors qu'il aurait pu. Mais qu'un jour, on n'a pas été attaqué? Un jour, on n'était pas été embêtés. Il y a un jour, non, il n'y a qu'un jour, on n'a pas été embêté. Comme c'était le jour de l'enterrement de... Non, oubliez, on parle dans la galoute. Dans la galoute. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire, d'abord dans le sens simple. En effet, il n'y a pas eu un jour où on n'a pas été embêté. Il n'y a pas un jour où on n'a pas été embêté. Parce que quand il y a eu l'expulsion des Juifs d'Angleterre, dans les années 1000, les Juifs ils sont arrivés en France. Après, il y a eu l'expulsion des Juifs de France, sous Saint-Louis. Et les Juifs ont été expulsés en Allemagne et en Espagne. Ensuite, il y a eu l'expulsion des Juifs d'Allemagne et des Juifs d'Espagne. Enfin, d'abord, c'est les Juifs d'Espagne, en 1492, et les Juifs d'Allemagne, si je me rappelle bien, 1515. Et ensuite, les Juifs, ils sont arrivés en Pologne, au Maroc, en Tunisie, etc. Et là-bas, ils ont eu des pogroms. Jusqu'à qu'on arrive à la Shoah, etc., etc. Maintenant, si on fait le calcul, en fait, il y avait toujours une communauté juive qui était, on va dire, en silence, mais au même moment, il y avait une communauté juive qui était en détresse. Le fait de trouver que toutes les communautés juives, au même moment, soient en sérénité, ce n'est arrivé un jour. Celui qui connaît l'histoire juive, il sait qu'il y a eu un jour. Dans le sens que quoi? Celui qui connaît l'histoire juive, il sait qu'il y a eu il n'y a jamais eu. Il y a eu peut-être un jour. Si tu cherches trop, tu vas trouver un jour. Bon, mais à part ça, on a tout le temps été persécutés. Persécutés, embêtés, opprimés. Et pourquoi? Parce qu'on est juifs. Parce qu'on est juifs. Comme ça, pourquoi? C'est évident, non? Mais il n'y a pas d'explication. Tu veux une explication rationnelle à la haine de Esav contre Yaakov? Nos sages nous disent Alachaï. C'est une halakha. C'est un fait. C'est un fait. C'est-à-dire que, comme tu dis une halakha, pourquoi il faut manger du lait et de la viande? C'est une halakha, c'est marqué. C'est comme ça que ça marche. Ben, c'est la même chose. Esav haït Yaakov. C'est quelque chose de viscéral. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Incompréhensible. En effet, c'est incompréhensible. On ne comprend pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Sans ça, on serait pas ce qu'on est aujourd'hui. D'accord, c'est pas C'est peut-être terrible, mais
Esav, il permet à Esav, comme tu as raison. Nos sages nous disent que Esav, c'est Retsua. Esav, comme ça s'appelle, c'est le bâton qui nous oblige à nous comporter comme il faut. D'accord, mais la haine de Esav pour Yaakov, elle est une haine qui est difficile à expliquer, à comprendre. Hein. Tu peux expliquer pourquoi les nazis ont tué les juifs? C'est incompréhensible. C'est-à-dire que même les nazis, même les Allemands, quand ils se sont réveillés de ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont fait. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et maintenant, on parle des Allemands parce que c'est ce qui est le proche de nous. Mais il y a eu les croisades, il y a eu des milliers de juifs qui ont été tués de façon très cruelle. D'accord? Je ne parle pas de la djihad, maintenant je te parle dans les terres de Esav. Les terres chrétiennes, les terres de Esav. D'accord? Les Juifs ont tout le temps été persécutés, et de façon cruelle. Incompréhensible. Bon. On a compris le Midrash? Non, on n'a rien compris encore. On a compris qu'il y a eu un jour de silence peut-être. Mais quel rapport avec notre pasouk? Bon. Pour essayer de comprendre ça, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a une question dans le Midrash, qu'est-ce qu'on fait? Rashi rapporte le Midrash. Si on a une question dans le Midrash, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le Midrash, Rabotage? Je vous rappelle. C'est quoi le Midrash? Le Midrash, ça vient de quel mot? Les histoires, hein? Comment ça, les histoires? J'ai donné un cours entier pour expliquer que ce n'est pas des histoires. On a expliqué c'est quoi le mot de Midrash? Ça vient de quel mot? Doresh, c'est quoi Doresh? Expliquer, rechercher, approfondir. Tu t'es sauvé là. Bon, ça veut dire quoi le mot Midrash? Midrash, c'est la profondeur. Bon, donc si on veut comprendre bien le Midrash, qu'est-ce qu'il faut bien comprendre d'abord? Est-ce qu'on peut bien comprendre la Gemara? Est-ce qu'on peut bien comprendre le Tosfot sans comprendre la Gemara? Impossible. Voilà, il faut comprendre bien la Gemara pour après comprendre le Tosfot. Donc si on veut bien comprendre le Midrash, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le Pasuk. Revenons à notre Pasuk. Vayomer Yaakov. Yaakov dit à Esav, Michra Kayom. Vends-moi Kayom. Comme aujourd'hui. Et Bechorat Echali. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Kayom dans le Pshat? C'est quoi aujourd'hui? Et alors quand c'est qu'ils vendent demain? Non, parce que. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot aujourd'hui? Qu'est-ce que le Pshat, qu'est-ce que le Pshat il vient nous dire quand il nous dit Yaakov il dit à Esav, vends-moi aujourd'hui? C'est un jour important, alors il veut. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Parce qu'après, parce qu'il a envoyé son faiblesse. Non, parce qu'après, ça, il va réfléchir, il va dire, mais je veux vraiment vendre mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il veut l'avoir aujourd'hui. Alors, c'est quoi le mot Kayom? C'est pressé, aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, comment vous comprenez le mot aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'est tout de suite. Arshav. Alors, c'est quoi le Arshav? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, sur le champ. Sur le champ. Dans quelle situation? Détresse. T'es en détresse. Ah, t'es en détresse. Ah, t'as faim. T'as vraiment faim. Attends, une seconde. Mon frère, je vais écrire un José. Je vais écrire comment ça s'appelle, un contrat. Et tu vois, ils savent qu'il commence à devenir vert. Mais j'ai faim, je crève de faim. Une seconde, mon frère, je suis en train d'écrire. Alors, donc nous disions donc que tu me vends ton droit. Tu me vends ton droit d'aînesse. Mais je vais étouffer, j'en peux plus. Une seconde. Alors, c'est ici la signature. Vakasha, tu veux bien signer? On a l'impression que Jacob il profite de la situation. C'est quasiment Il profite de la situation pour le faire signer. Mais en effet, le pasouk, on va dire, c'est un pasouk cruel. Vous vous rendez compte comment Yaakov il se comporte? Le pasouk, il nous dit pas, Yaakov, il a dit, écoute, vends-moi ton droit d'aînesse. Le pasouk, il dit, vends-moi maintenant. Ça veut dire qu'en fait, Esav, il arrive, Yaakov, il l'attrape à la gorge, et il lui dit, maintenant tu vas crever, alors maintenant tu me le... Mais c'est un contrat forcé. C'est un contrat forcé. Ça marche pas. C'est honteux. C'est une honte. Comment Yaakov Avinu, a priori, il s'est comporté. Comment? Comme ça? On utilise la faiblesse d'un être humain. Tu vois ce qu'on appelle en hébreu, il y a ce qu'on appelle le gazlan. C'est quoi le gazlan? Vous savez ce que c'est le gazlan? Le voleur. Mais c'est quoi le voleur? De qui on parle? On parle du bonhomme quand tu fais un grand tioul pendant 3 heures dans le désert. À la fin, tu arrives, le bonhomme il arrive avec les petites camionnettes.
avec ça, et ils te vendent une glace à 15 shekels la glace. Tu dis, bah, quand tu arrives à truc, tu as faim, tu as soif, ils te vendent 15 shekels la glace et 15 shekels la petite bouteille d'eau. Et tout le monde, comment il l'appelle? Le gazlan. Pourquoi on l'appelle le gazlan? C'est le profit de la détresse, de la situation. Tu vois, quand tu es en train de crever de soif, et tu te vends, ouais, je te vends la bouteille d'eau à 15 shekels. C'est exactement ce qu'il a fait, Jacob. C'est une véritable honte. Grave, juste après la halakha, les contrats forcés, ça marche pas. En plus, c'est pour ça qu'il a fait jurer. Jure-moi. Comme ça, il n'y a pas de... Il a attrapé de tous les côtés. C'est fort, hein? Voilà l'origine d'un sens du business. Voilà. Voilà. Ça, tu vois, ça, c'est un pasouk juif. Espèce d'antisémite. Hein? Ça, c'est un pasouk juif. Voyez comment les juifs, ils font les... Comment les juifs, ils font les affaires? Ils attendent que le bonhomme soit en situation de détresse. Et un plat et le met. Voilà, et là, tac. Qu'est-ce que vous en dites du pasouk? C'est le pshat du pasouk. On est d'accord que c'est le pshat du pasouk? C'est le pshat, mais c'est un pshat qui nous laisse avec un gros mal de ventre. Oui, mais d'un autre côté, peut-être que Esav, son droit il utilise mal. Et peut-être Yaakov, il va faire plus de choses, des meilleures choses avec. Donc c'est un bien pour un mal. Alors c'est un bien pour un mal, d'accord. Maintenant, je vous pose la question, c'est qui le méchant dans l'histoire? Yaakov, hein? On est d'accord. Le gros méchant, c'est Yaakov. On est d'accord. Bon alors, vous savez quoi? Venez, on va faire un petit récapitulatif historique. Alors, on va commencer, par exemple, par nous rappeler des croisades. Les croisades, tout gentil, tout bon, tout gentil. Les Juifs ont été exterminés, des dizaines de milliers de Juifs, pendant 130 ans, en commençant par Godefroy de Bouillon et Shute. Hein, pourquoi? Pour libérer la Terre Sainte. Quel rapport avec la Terre Sainte et les Juifs de France, il n'y a rien à comprendre. Mais c'est pas grave, on a tué les Juifs, on les a brûlés, on les a rentrés dans les Bate Knesset, on a brûlé le Bate Knesset, feu vif, etc. Bon, ça c'était la gentillesse de Esav. Ensuite, il y a eu les autodafés, donc du Talmud, etc. Ben, on va arriver à l'expulsion des Juifs d'Espagne. D'abord, il y a eu ce qu'on appelle l'Inquisition. L'Inquisition, c'était la torture. On prenait les Juifs, on les torturait pour qu'ils deviennent des chrétiens. Ensuite, on leur a dit, vous savez, vous avez deux possibilités. Ou bien vous quittez l'Espagne avec les mains vides, ou bien vous devenez des chrétiens. C'est ça la bonté de Esav, la gentillesse de Esav. Comme ça, les Juifs, bon, ils ont accepté quand même de quitter. Bon, après, tu as eu l'expulsion des Juifs d'Allemagne, rebelote. Rebelote, c'est ou la croix ou la bannière. Et ensuite, on a eu, d'accord, et des pogroms à n'en plus finir en Pologne et en Russie. Et le bouquet, la Shoah. Tout ça pour nous dire à quel point Esav est un homme de magnanimité, un homme de douceur, un homme de gentillesse. Vraiment, c'est, on va dire, le tzaddik. C'est grave, il y a une différence. Parce que là, Jacob, il vient et c'est lui qui donne le premier coup. Après, il donne le premier coup sur un mec qui... Une seconde. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je t'ai raconté un peu d'histoire. Qui c'est qui nous raconte un peu cette histoire? Qui c'est qui nous a raconté cette histoire? Mais non, à Botaï. Qui c'est qui nous a raconté cette histoire? C'est le Midrash qu'on a lu. Le Midrash, il nous dit, il n'y a pas eu une journée de silence chez Esav. S'il y a eu, c'était une journée. Alors, qu'est-ce que le Midrash est en train de nous dire, en fait? C'est qui le bon et c'est qui le méchant? C'est qui le bon et c'est qui le méchant? Attention. Faites attention. Quand tu lis le pasouk, tu peux avoir l'impression que quoi? Jacob, c'est honteux. Vraiment, c'est lui notre père. Racontez pas cette histoire aux enfants. Surtout pas. C'est une honte. Et qu'est-ce que fait le Midrash?
Attends une seconde. Je vais te raconter un peu l'histoire juive, quand même, que tu sois au courant de ce qui s'est passé. Celui qui connaît l'histoire de la galoute, il te dira que quoi? On n'a pas eu une journée de silence chez Esav. Pas une journée de silence. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Midrash il veut nous dire par là? D'abord, il veut nous dire de façon très claire, les bons et les méchants, hein, on ne peut pas décider ça en voyant qu'une seule scène du film. Pour savoir c'est qui les bons et les méchants, il faut voir tout le film. Et quand tu vois tout le film et que tu vois qu'il y a une scène où quelqu'un donne un coup de poing à l'autre, tu dis « Ah, c'est le méchant !» Mais tu te rends compte qu'en fait, non, mais c'est pas du tout ça. Tout le film, il y en a un qui a persécuté l'autre. Il y a une fois, là, il rentre un coup de poing. Tu dis « Bah, Maggie, alors, bien fait !» Donc, qu'est-ce qu'ils nous font, nos sages? Regardez comme c'est fin. Ils nous font un recadrage. T'as vu une image, tu t'arrêtes dans cette image, tu dis « Ah, c'est honteux !» Et nos sages, ils nous disent une seconde. Tu as regardé qu'il a dit maintenant, hein? Maintenant tu me vends. Mais attends, mais on a eu, nous, un maintenant de gentillesse de Esav. On n'a jamais eu un maintenant de gentillesse de Esav. Bon, alors, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça a à faire avec la Bechora? Excellente question. Réponse. Réponds-moi toi. Pourquoi nous, on a l'habitude, pourquoi on regarde cette histoire-là en se disant c'est honteux cette manière de se comporter? On nous décrit le mauvais comportement. Parce qu'on décrit le mauvais comportement et surtout parce que nous, on a l'habitude de voir les choses comment? Nous, on voit les choses et dit écoute, si j'ai un copain qui me demande quelque chose, il revient, il est fatigué, et il a étudié 30 heures au Beth Midrash, il vient et il me dit ah, t'as du café, tu peux me donner un petit café, je vais étudier encore 10 heures au Beth Midrash. Et tu lui dis attention, si tu veux mon café, c'est contre ton srout de Olam Haba. C'est quoi ce marchandage là? Non, si tu veux mon café, alors bon, 100 shekels. C'est quoi ce marchandage? Alors, si tu vois quelque chose comme ça dans ta chambre, tu vas être choqué. Mais si tu vois quelqu'un qui est en train de marchander avec un nazi, Il a bien fait. et avec le nazi, d'accord, il attrape à la gorge et il presse. Qu'est-ce que tu dis? C'est honteux. Pourquoi tu fais? Mais attention, la question avec qui? Avec qui tu parles? Avec qui tu es en train de faire du marchandage? C'est vrai que de façon générale, d'attraper quelqu'un dans sa faiblesse, c'est pas honorable. Mais si tu veux faire une transaction avec Esav, comment tu vas la faire? Tu vas lui dire, écoutez monsieur, venez, on va réfléchir avec la logique, venez, on va être le bon cœur, je vais vous dire du moussard. Mais non, le nazi, il écoute Wagner le matin et il rend des juifs au four crématorium le soir. Et ça lui fait rien du tout. Alors avec un bonhomme pareil, comment tu traites? Eh ben, tu traites comme lui il traite. Tu l'attrapes à la gorge et tu lui fais le plus mal possible. Et c'est seulement comme ça que peut-être tu vas avoir une journée de silence. Peut-être que si t'es... Alors en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire nos sages, nous disent en fait? Ils disent, mais tu te rends pas compte, toi tu lis la Torah avec tes yeux de juif, avec tes yeux de miséricorde, et tu es en train de te dire, oh c'est pas gentil, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter avec son frère. Mais dis-moi de qui il s'agit? Il s'agit de Hitler, c'est Esav. Esav Aracha, le père de tous les Hitler qu'on a eu dans l'histoire juive. Tu crois qu'avec Esav, il faut parler gentiment, avec douceur, avec logique, avec le cœur? Non, avec Esav, il faut étrangler. Yaakov, il est très doux. Il est gentil comme tout. Il a simplement trouvé le seul moment propice pour attaquer. Alors la Torah nous dit Kayom, aujourd'hui, et nos sages lui disent, bah oui, bien sûr, aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui. Pourquoi nous, on a eu une journée de libre? Et si nous, on n'a pas eu une journée de libre, alors tu peux comprendre pourquoi Yaakov, il a agi comme il a agi. Nous, on n'a pas connu Esav. On a connu ses descendants.
Yaakov, il était avec le papa. Donc comprends, hein, avec recul de l'histoire, comment il faut lire ces psukim, cet épisode. Tu ne peux pas comprendre cet épisode sans avoir le recul on va dire, de l'histoire pour comprendre avec qui on avait affaire. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, c'est facile pour nous on va dire, de rigoler, de se moquer des juifs allemands qui ont payé les impôts à Hitler. Parce qu'il y a des juifs allemands qui ont payé les impôts. Nous sommes des Allemands. Nous sommes des patriotes. Hein? On s'engage dans l'armée, on paye les impôts. Et on est vexé qu'on nous dise qu'on n'est pas des vrais Allemands. Au jour d'aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, ça paraît idiot. Mais au moment même de l'histoire, c'était normal. Alors on va dire de façon contraire, une fois qu'on a le recul de l'histoire, alors les Juifs qui n'ont pas payé les impôts aux Allemands, au contraire, qui ont tiré dans tous les sens, ils ont bien fait ou ils n'ont pas bien fait? Ils ont bien fait. Ah, c'était des sauvages. Non, c'était pas des sauvages. Mais sur le coup. Mais non, ils avaient... En fait, la question, est-ce que tu es conscient avec qui tu as affaire? Yaakov, il savait avec qui il avait affaire. Nous, on n'a jamais rencontré Esav. Si on l'avait rencontré, on aurait dit, mais il est vraiment gentil. Il est vraiment gentil, Yaakov. Vraiment, kol hakavod. C'est comme ça, tu ne peux pas faire des affaires avec Esav si ce n'est comme ça. C'est clair? Vous avez compris comment le Midrash il travaille? En fait, le Midrash, il avait une super question dans le pshat. Comment Yaakov il se comporte comme ça? Et pour répondre à cette super question dans le pshat, il te jette complètement autre part. Mais en fait, qu'est-ce qu'il te fait? Il te donne la perspective dans laquelle tu dois relire les passouk. Il te recadre le passouk. C'est extraordinaire. C'est nos sages. C'est la manière d'étudier extraordinaire de nos sages. Mais qui a on ne sait pas, des psukim, on ne sait pas qui a donné le premier coup. Hein? C'est pas question de savoir qui a donné le premier coup ou pas. La question, c'est de savoir qui c'est Esav. Qui c'est Esav? Esav, c'est un homme cruel. Esav était cruel. D'accord? Et ses descendants étaient cruels pas moins que lui. Pas moins que lui. Je ne vais pas te rentrer dans les détails, mais enfin, ce qui s'est passé dans les pogroms, dans toutes les générations, dans les terres chrétiennes, c'était des summums de cruauté. Des summums de cruauté, pas un peu cruel, des summums de cruauté. Alors quand tu vois ça, tu dis, ne viens pas nous donner un nous de... Comme aujourd'hui, des fois, des pays européens qui viennent donner la morale aux Israéliens. Comment vous vous comportez? Vraiment, parce que vous, les Français, vous êtes extraordinaires. Hein? Vraiment, c'est... Pourquoi il donne la morale aux Israéliens? Non, mais ils donnent la morale parce qu'on se bat contre nos ennemis. Alors qu'on est l'armée la plus morale du monde, la plus douce du monde, la plus gentille du monde. C'est pas le problème d'ailleurs. Et souvent, on est trop gentil. Mais on nous prend la morale. Mais c'est exactement ça. Tu veux parler de morale, il n'y a pas de problème. Tu me parles, monsieur Macron, de la morale, mais il n'y a pas de problème. Je veux rien que te rappeler, qu'est-ce qu'a fait la France aux Juifs quand on était chez vous? Les autodafés, les pogroms, les cruautés, le Pétain, tout ça. Je veux rien que je te rappelle, que tu saches. Toi qui me donnes de la morale. Nous, on était des invités chez toi. On était, comme ça s'appelle, des citoyens... honnête, exemplaire. Les Juifs, ils étaient à l'armée en 1914-18. Les Juifs français se sont battus contre les Juifs allemands. Chacun dans l'armée de son pays. Les Juifs ont toujours une conduite exemplaire. Et qu'est-ce qu'on a reçu de vous? La haine. La haine. Alors tu vas me donner de la morale? C'est exactement ce qui se passe. Le Midrash, il nous dit, attention, ne donnez pas de morale à Yaakov Avinu, hein? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. À qui on a traité là? Vous n'avez pas de morale. Merci beaucoup. Monsieur Macron et Madame Merkel. Hein, on vous connaît. Hein? On connaît vos pères et vos arrière-grands-pères. Ne donnez pas de la morale. C'est très gentil de votre part. Très gentil de votre part. C'est exactement ce que nous disent nos sages là, dans le Midrash. Ils nous disent on n'a pas de morale à recevoir de Esav. On n'a pas de morale à recevoir de Esav.
Ne nous dis pas, regarde comment Yaakov il s'est comporté. Comment Yaakov il s'est comporté. Dis merci. Dis merci. Comment Esav il s'est comporté pendant 3000 ans. 3000 ans on était chez Esav et 3000 ans on a souffert. Et aujourd'hui encore ils veulent essayer de... comment on dit, ils aiment les Juifs quand ils sont morts. Mais quand ils sont vivants et qu'ils se défendent, ça on les aime pas. Bon, après ces paroles on va dire... ardues, d'accord, mais c'est l'histoire juive. C'est ça l'histoire juive. Hein. On n'a pas arrêté de souffrir chez les chrétiens. C'est ça l'histoire juive. On n'a pas à recevoir de morale de leur part. Alors, mais en fait, c'est déjà écrit dans nos sages. Il y a déjà de cela 1500 ans. Parce que nos sages, ils connaissaient l'avenir. Hein. C'est-à-dire que nos sages, ils ont écrit ça. Vous vous rendez compte? Nos sages, ils ont écrit ça il y a 1500 ans. Ça marche pour aujourd'hui. Et c'est, on va dire, on ne peut plus d'actualité aujourd'hui. Regardez la force de nos sages. Bon, c'est le premier midrash que je voulais que nous étudions ensemble. Vous voulez un deuxième midrash? Et alors, encore un midrash. Le midrash nous dit la chose suivante. La réponse de Esav, c'est quoi? Vayomer Esav, répond Esav, Ine anochi olech hamut, je vais mourir, velama zeli bechora, et que vais-je faire avec le droit d'aînesse? Nous dit le midrash. Le midrash qu'on a commencé à lire, la suite. Vayomer Esav, Ine anochi olech hamut, resh lakish amar, itril mecharef ou megadef. Il a commencé Esav à maudire Akadosh Baruch Hu. L'amali el-ktiv, il n'y a pas marqué qu'est-ce que je vais faire. Et là, l'amal zeli, il y a marqué lama zeli. Mais la met chez kafar beze eli vandeu. Alors le mot zé, c'est rappelle le pasouk zé eli vandeu, à savoir tel est mon Dieu. Donc en fait, quand Esav il a dit lama zeli bechora, c'est quoi l'idée? Le mot zé, c'est le mot Akadosh Baruch Hu. Donc il a dit, j'ai rien à faire avec Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, on se retrouve dans un midrash, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qu'est-ce qu'ils nous veulent nos sages? Qu'est-ce qu'ils nous veulent nos sages? Alors qu'est-ce qu'on va faire pour comprendre ce qu'ils nous veulent nos sages? Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On va réétudier le pasouk. Quelle est la question qu'il y a dans le pasouk? D'abord, je vous pose la question, qu'est-ce que veut nous dire le pasouk? Je vous écoute. Esav dit, je vais mourir. Pourquoi il va mourir? Parce que lui, il est dans la matérialité, donc tout ce qu'il veut, il peut l'avoir maintenant, sinon pour lui, c'est... Vous expliquez magnifiquement bien. Seulement, je vais vous dire, ce que vous expliquez... Non, pas du tout. C'est très vrai. Seulement, c'est le pshat, on va dire le moins commun. De façon générale, beaucoup de commentateurs ont expliqué je vais mourir parce que je suis un chasseur. Et un chasseur, il est tout le temps en cavale, donc je suis en danger. Qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse après les 120 ans de mon père? A priori, je mourrai bien avant. Seulement, ça c'est le pshat qui apparaît dans beaucoup de commentateurs. Mais ce pshat-là, il a un problème. Pourquoi? Parce que le mot zé, il n'est pas compréhensible dans ce pshat-là. C'est quoi le mot zé en hébreu? Ça. C'est l'explication générale. Mais ici, tu ne peux pas dire comme ça. Lama zé libechora. Il aurait dû dire lama libechora. Qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Le mot zé, il n'est pas compréhensible. Est-ce qu'il y a une autre signification au mot zé en hébreu? Et là, je vais vous donner un autre passage que vous allez me dire. Vayomer nas'u misé. Zé, c'est ici. Ici, de là. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici en fait? Lama zé libechora. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, avec l'aînesse. Oh. Donc, quand il parle de ici, de quoi il s'agit? Maintenant. Non, pas dans ce monde. Là, tu fais de la dracha. Mais ici, c'est Arshav. Très bien. Arshav. Super. Alors de quoi? Alors, ça veut dire quoi? Je vais mourir. C'est pas je vais mourir parce que je suis un chasseur. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais mourir? De quoi il s'agit? Je suis affamé. Je vais crever de faim. Oh, nous avons faim.
Et nous voulons manger. Et si ça continue, on va tous crever. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Esav? J'ai faim maintenant. Maintenant, j'ai faim. Je vais crever de faim. Et alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec le droit d'aînesse? C'est quoi ce maintenant? Instinct de survie. C'est pas que l'instinct de survie. C'est qu'il accepte en quelque sorte. Il accepte, on est d'accord. Mais c'est quoi le mot maintenant? Qu'est-ce qu'il veut dire en disant le mot maintenant? C'est-à-dire, je peux pas me nourrir avec la Je peux pas me nourrir avec la Bechora. On peut acheter quelque chose, on peut acheter son beefsteak avec la Bechora? Non. Ça me sert à quelque chose quand j'ai faim? Non. Si ça sert à rien quand j'ai faim, alors ça ne m'intéresse pas. Donc le mot zé, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que Esav, comment il regarde toute la vie? Dans quelles lunettes? Manger maintenant. Je veux de la viande maintenant. C'est ça la manière de Esav dans laquelle il voit les choses. Et s'il n'a pas mangé maintenant, il n'y a rien qui l'intéresse. Il n'y a rien. Il n'y a aucune valeur. Aucune valeur. Aucune vertu. Rien qui l'intéresse. Quand j'ai faim, le monde entier ne m'intéresse pas. Je veux manger. Un animal. C'est assez animal, oui. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Dans le mot zé, qu'est-ce qui a marqué? Dans le mot zé, c'est là qu'il est devenu renégat. Qu'est-ce qu'il va nous dire nos sages? Tout simplement, celui qui, dans son monde, il n'a que manger et boire, c'est quoi ça? C'est un renégat. C'est un renégat. Parce que c'est quoi le renégat? Le renégat, c'est celui qui nous voit, qui ne croit pas, on va dire, dans l'avenir. Et ça, qu'est-ce qu'il dit? Il y a rien, moi, tu sais, là, etc. Il n'y a rien qui m'intéresse. Si je ne peux pas acheter avec ça à manger, ça ne sert à rien. Il dit, ça c'est quoi? C'est qui se comporte comme ça? Celui qui a ni foi, ni loi. Celui qui a ni foi, ni loi, il ne regarde que j'ai faim. Alors il a ni foi, ni loi. Donc le mot zé qui est marqué dans le passouk, nos sages ils nous disent, ce mot zé, le maintenant, celui qui doute, celui qui dit tout le temps je veux, maintenant je veux. Il n'y a pas maintenant. Il a des valeurs. Je ne vais pas vendre mon avenir pour un plaisir d'un instant. Je ne vais pas vendre mes vertus et toute ma conduite pour un beefsteak. Non, eh bien ça, on peut se retenir. Celui qui n'est pas capable de se retenir parce qu'il a faim et il perd toutes ses vertus parce qu'il a faim, c'est quelqu'un qui ne croit en rien, qui ne croit pas en Kadosh Baruch Hu. Donc quand Esav, il a dit Zé, c'est là qu'il a perdu toutes ses valeurs. C'est clair? Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.